Dans cette section, on s'intéresse au troisième effet relativiste, la relativité de la simultanéité. Simultané, ça veut dire en même temps. D'après la relativité de la simultanéité, deux événements qui ont lieu en même temps d'après un référentiel n'auront pas nécessairement lieu en même temps d'après un autre référentiel. C'est sûrement l'effet de la relativité le plus difficile à se représenter. D'une certaine manière, ça signifie que ce qui se passe maintenant ailleurs dans l'univers dépend de notre vitesse. Si on a deux observateurs au même endroit, mais qui ne vont pas à la même vitesse, les observateurs n'auront pas la même conception de ce qui se passe maintenant ailleurs dans l'univers. Concrètement, en raison de la relativité de la simultanéité, deux horloges qui sont synchronisées entre elles d'après un référentiel ne seront pas synchronisées entre elles d'après un autre référentiel. On pourrait penser que ça n'a pas trop d'importance, mais on a vu qu'en relativité, dans plusieurs situations, on a besoin de deux observateurs dans le même référentiel pour prendre des mesures. Par exemple, dans le cas du croisement de l'Altaïr et du Bellatrix, on voulait déterminer la durée de l'aller-retour du photon du point de vue de l'Altaïr, mais on avait besoin de deux observateurs parce que Albert était vis-à-vis l'événement E1 et Archibald était vis-à-vis l'événement E2. À la fin, pour obtenir la durée du phénomène, dans ce cas-là 50 microsecondes, il fallait que les observateurs se rencontrent et comparent leurs observations entre elles, comparent ce qu'ils avaient noté sur leur horloge à l'événement E1 et à l'événement E2. Donc, c'est clair que si leurs deux horloges ne sont pas synchronisées entre elles correctement, le résultat qu'ils vont obtenir n'aura aucune signification. Donc, vu que c'est important la synchronisation des horloges, il faut imaginer comment on peut synchroniser parfaitement des horloges. S'il n'y avait pas de relativité, ce serait simple. On mettrait deux horloges côte à côte, on s'assurerait qu'elles indiquent la même chose en même temps et on déplacerait les horloges aux endroits où on en a besoin. Mais en raison de la relativité, lorsqu'on déplace une horloge, l'écoulement du temps ralentit. Donc, il faut trouver une manière plus précise et parfaitement correcte de synchroniser les horloges. Une manière simple de procéder, qui est un peu différente de celle qui était indiquée dans le livre, mais qui revient au même, consiste à imaginer une source de photons qu'on place en plein milieu du vaisseau et qui envoie en même temps deux photons, le photon P vers Albert, le photon P' vers Archibald. Alors, vu qu'ils partent du milieu du vaisseau et qu'ils se déplacent à la vitesse de la lumière par rapport au vaisseau, les deux photons vont arriver en même temps. Alors, imaginons que Albert a décidé de régler à midi son horloge quand le photon P arrive et que Archibald aussi règle à midi précise son horloge quand le photon arrive. C'est clair que les deux horloges vont être synchronisées et on a juste besoin de faire ça une fois, vu qu'elles sont dans le même référentiel, elles continuent d'être synchronisées par la suite. Mais si on observe ce qu'on vient de faire du point de vue du référentiel de Béatrice, on voit que le processus de synchronisation ne semble pas avoir été fait correctement, parce que d'après Béatrice, les photons se déplacent assez par rapport au Bellatrix et non par rapport à l'Altaïr. Donc, regardons la situation en détail. D'après Béatrice, l'Altaïr mesure 7,2 km. On avait vu que la longueur propre était 9 km, mais elle avait été contractée par le facteur gamma qui est 1,25. Donc, chaque photon doit parcourir la moitié de 7,2 km, c'est-à-dire 3,6 km. Alors, on va commencer avec le photon P'. Le photon P' se déplace assez vers la droite, mais Archibald fonce vers le photon P' à 0,6 c, d'après Béatrice. Donc, la vitesse relative du photon par rapport à Archibald vaut 1,6 c. Et à 1,6 c, pour parcourir 3,6 km, ça prend 7,5 microsecondes. Donc, les deux photons partent, et 7,5 microsecondes plus tard, d'après Béatrice, Archibald règle son horloge à midi. Mais pendant ce temps, le photon P, lui, voyage vers Albert, mais Albert se sauve du photon à 0,6 c. Donc, si le photon va à C et Albert va à 0,6 c, le photon va plus vite qu'Albert de 0,4 c. Donc, la vitesse relative du photon par rapport à Albert, c'est 0,4 c. Maintenant, à 0,4 c, pour couvrir 3,6 km, ça prend 30 microsecondes. C'est à ce moment-là que Albert reçoit le photon et règle son horloge à midi. Mais lorsqu'il règle son horloge à midi, d'après Béatrice, ça fait déjà 30 microsecondes moins 7,5 microsecondes, ça fait déjà 22,5 microsecondes qu'Archibald a réglé son horloge à midi. Maintenant, il faut faire attention, les horloges dans l'Altaïr, d'après Béatrice, fonctionnent au ralenti, font tic-tac au ralenti, si on veut, par un facteur gamma égal à 1,25. Donc, si, d'après Béatrice, Archibald
Ça fait 22,5 microsecondes qu'il a réglé son horloge à midi. L'horloge d'Archibald ne va pas indiquer midi et 22,5. Vu qu'elle fait tic-tac au ralenti, pendant le 22,5 microsecondes, elle a avancé seulement de 18 microsecondes. Donc au moment où Albert règle son horloge à midi, l'horloge Archibald indique midi et 18 microsecondes. Donc d'après Béatrice, ce processus de synchronisation qui était parfaitement légitime du point de vue de l'Altaïr donne un résultat faussé, fait en sorte que Archibald a une horloge désynchronisée par rapport à celle d'Albert de 18 microsecondes. Elle est 18 microsecondes trop en avance. Maintenant, du point de vue de Béatrice, les horloges d'Albert et Archibald continuent de faire tic-tac au ralenti, mais vu qu'elles sont désynchronisées de 18 microsecondes, elles vont rester toujours désynchronisées de 18 microsecondes. Alors, cette désynchronisation, on va l'appeler le défaut de synchronisation. Et si on refaisait la procédure sans mettre de chiffre, on obtiendrait une formule L0 sur C, V sur C, où L0, c'est la longueur propre ou la distance propre entre les deux horloges. En passant, comme pour la contraction des longueurs, la désynchronisation des horloges se produit seulement pour des horloges qui sont séparées d'une distance le long de la vitesse d'un référentiel par rapport à l'autre. Bon, ce sera toujours le cas dans les situations qui vont nous intéresser. Alors, on peut vérifier ici avec les données de la situation que la formule donne un bon résultat. On a 9 km pour L0, donc 9 km divisé par la vitesse de la lumière, et V sur C vaut 0,6, vu que la vitesse relative des deux référentiels, c'est 0,6c. On comprend ici pourquoi on a écrit l'équation sous la forme L0 sur C, V sur C, au lieu de L0V sur C carré, ce qui revient au même. C'est juste pour des raisons pratiques. Habituellement, V sur C donne une valeur comme ça entre 0 et 1, et ça rend ça un petit peu plus rapide, le calcul. Ici, on obtient 30 microsecondes fois 0,6, 18 microsecondes, donc c'est cohérent. C'est tellement bizarre le fait que deux horloges puissent être correctement synchronisées du point de vue du référentiel où elles se trouvent, mais qu'elles soient désynchronisées du point de vue d'un autre référentiel, qu'on pourrait avoir l'impression que l'autre référentiel, c'est seulement un problème de retard de vision, le fait que l'observateur n'est pas à la même distance des deux horloges, a l'impression qu'elles sont désynchronisées. Mais non, les horloges sont réellement désynchronisées du point de vue du référentiel qui bouge par rapport aux horloges elles-mêmes, et ça n'a aucun rapport avec les retards de vision. Sur ce schéma, d'ailleurs, on a représenté dans le référentiel en mouvement par rapport au référentiel des horloges plusieurs observateurs pour qu'il y en ait un R1 vis-à-vis l'horloge H1 et l'autre R2 vis-à-vis l'horloge H2. Donc, il n'y a pas de retard de vision et c'est réellement, en comparant le résultat R1 et R2, se rendre compte que les horloges ne sont pas synchronisées d'après eux. Pourtant, du point de vue d'un observateur qui serait immobile par rapport aux horloges, elles sont correctement synchronisées. Donc, on a vu l'équation pour calculer le défaut de synchronisation et c'est important qu'on l'utilise de savoir quelle horloge est en avance sur l'autre. Alors, dans le cas qu'on vient d'étudier, c'est l'horloge d'Archibald qui est en avance et, si on y pense, Béatrice, lorsque l'Altaïr la croise, elle croise d'abord Albert et ensuite Archibald. Donc, c'est la deuxième horloge qu'elle croise qui est en avance d'après elle. Donc, si on veut H1, ici, la première horloge croisée par le référentiel en mouvement est en retard de cette valeur taux par rapport à H2, ou bien, ça revient au même que dire que H2 est en avance de taux par rapport à H1. Maintenant qu'on a présenté les trois effets relativistes de base, on est en mesure d'apprécier la logique des phénomènes relativistes, en particulier la symétrie de la contraction des longueurs et de la dilatation du temps. À la base, la notion de relativité en physique fait référence au fait que la vitesse est relative, qu'on mesure toujours la vitesse de quelque chose par rapport à quelque chose d'autre et qu'il n'y a pas de point de repère absolu. Concrètement, ça veut dire qu'un observateur inertiel qui se déplace à vitesse constante peut toujours considérer qu'il est au repos et que c'est les autres qui se déplacent. Ça veut dire que lorsque deux référentiels bougent l'un par rapport à l'autre, les effets relativistes doivent être symétriques. Alors ici, par exemple, si on considère la contraction des longueurs et qu'on a un observateur immobile par rapport à la Terre et un observateur qui se déplace dans une voiture, bon, on exagère ici les faits, mais on voit que du point de vue de l'observateur sur Terre, la voiture est contractée dans le sens du mouvement, mais du point de vue de la voiture, c'est la voiture qui est immobile et la Terre au complet qui se déplace, donc l'observateur sur Terre est contracté. Pour la contraction des longueurs, c'est probablement pas trop difficile de considérer que les effets puissent être symétriques,
Pour la dilatation du temps, par exemple, ça semble étrange. Ça voudrait dire que, vu que du point de vue d'un référentiel, le temps s'écoule plus lentement dans l'autre référentiel, où les horloges font tic-tac plus lentement, ça voudrait dire que c'est symétrique. Lorsque deux référentiels se croisent, chaque référentiel considère que les horloges dans l'autre référentiel font tic-tac au ralenti, donc fonctionnent plus lentement. Voyons ce que ça veut dire dans le cas du croisement de l'Altaïr et du Bellatrix. Donc, on veut essayer de comprendre comment chaque observateur réconcilie ses observations avec les observations de l'autre. Alors, pour Albert et Archibald, c'est relativement simple. Ils ont déterminé que le phénomène de l'étude, l'aller-retour du photon entre E1 et E2, durait 50 microsecondes d'après eux. Et s'ils apprennent que d'après Béatrice, ça a duré 40 microsecondes, ils l'expliquent très facilement. D'après la relativité, le temps s'écoule moins vite dans l'autre référentiel, donc Albert et Archibald se considèrent au repos, leur temps est normal, 50 microsecondes, et vu que Béatrice, son horloge, fait tic-tac au ralenti par un facteur 1,25, elle a avancé pendant ce temps de seulement 40 microsecondes. Donc tout va bien. Maintenant, examinons la situation du point de vue de Béatrice. Alors pour Béatrice, l'aller-retour a duré 40 microsecondes, d'ailleurs elle a mesuré directement avec son chronomètre. Si on lui dit maintenant que d'après Albert et Archibald, l'aller-retour a duré 50 microsecondes, elle pourrait se dire, mais là, on a un problème. Vu que moi, je suis immobile et que les autres se déplacent, leurs horloges font tic-tac au ralenti. Donc, vu que mon horloge a avancé de 40 microsecondes, leur horloge aurait dû avancer seulement de 40 microsecondes sur gamma, de 32 microsecondes. Mais, Béatrice sait que le résultat de 50 microsecondes n'a pas été obtenu par un seul observateur. Il a été obtenu par deux observateurs qui ont comparé leurs résultats. Et ces observateurs, donc, devaient utiliser chacun de leur horloge. Et d'après Béatrice, on a vu que dans l'Altaïr, les horloges ne sont pas synchronisées. L'horloge d'Archibald est 18 microsecondes en avance par rapport à celle d'Albert. Alors, le 50 microsecondes ayant été obtenu en comparant ce qu'Albert avait noté en E1 et ce qu'Archibald avait noté en E2, vu que l'horloge d'Archibald est 18 microsecondes en avance, Archibald a noté un résultat 18 microsecondes trop grand. Alors, quand on soustrait le résultat d'Archibald au résultat d'Albert, au lieu d'obtenir 32 microsecondes, on obtient 32 microsecondes plus le défaut de synchronisation 18, donc on obtient 50 microsecondes. Donc tout est cohérent. Albert et Archibald ont le droit de dire que l'horloge de Béatrice fonctionne au ralenti. Béatrice a le droit de dire que les horloges d'Albert et d'Archibald fonctionnent au ralenti, mais dans ce cas précis, tout le monde est d'accord que ça a pris 40 microsecondes dans le référentiel du Bellatrix et que ça a pris 50 microsecondes dans le référentiel de l'Altaïr. Donc, qu'un des temps était plus grand que l'autre. Dans la section 4.3 sur la contraction des longueurs, on avait mentionné que la contraction opérait seulement dans la direction de la vitesse relative entre les référentiels. On peut utiliser un argument de symétrie pour montrer que c'est impossible qu'il y ait de la contraction le long des autres dimensions, les dimensions perpendiculaires au mouvement. Imaginons une situation où on a un boulet de canon et un mur avec un trou, et le boulet a le même diamètre que le trou. Alors, si on lance le boulet à travers le trou, ça passe de justesse, on entend un petit grincement. Maintenant, imaginons qu'il y ait un effet relativiste qui fait en sorte qu'il y ait une contraction des longueurs perpendiculaires au mouvement. On arrive à une contradiction logique parce que si on se met du point de vue du boulet, le boulet serait immobile et ce serait la cible qui se déplace, donc le mur avec le trou qui est contracté. Dans ce cas-là, le boulet pourrait pas passer à travers le trou et le mur éclaterait lors de l'impact. Mais si on se met du point de vue du mur, le mur est immobile, le mur est normal, et s'il y a une contraction perpendiculaire, le boulet serait contracté et dans ce cas-là passerait sans problème à travers le trou, sans même qu'il y ait de grincement. Alors, la relativité peut engendrer des résultats qui semblent étranges, mais pas des impossibilités logiques telles que le mur est intact du point de vue d'un référentiel et désintégré du point de vue de l'autre référentiel. En revanche, la contraction des longueurs parallèles au mouvement ne crée pas de paradoxe. Dans ce cas-là, le boulet, même s'il est contracté, ou la cible si elle est contractée dépendante du référentiel, les diamètres restent les mêmes, donc la situation est la même que sans relativité. Ça fait juste passer de justesse avec un léger grincement. Pour terminer, maintenant qu'on a vu comment l'hypothèse d'Einstein, l'invariance de la vitesse de la lumière, implique les trois effets relativistes, on peut
faire le processus inverse, montrer comment les trois effets relativistes font en sorte que, lorsqu'un observateur inertiel mesure la vitesse de la lumière par rapport à lui, il obtient toujours 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. On avait vu une situation concrète dans la section 4.1, un photon qui fonce vers un vaisseau spatial qui se déplace à 80% de la vitesse de la lumière. Alors, on avait vu que, d'après la Terre, c'était clair que la vitesse du photon par rapport au vaisseau était plus grande que 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. Elle valait 5,4 par 10 à la 8 mètres par seconde. Mais on sait que les passagers du vaisseau peuvent considérer que leur vaisseau est immobile et vont observer que le photon se déplace à 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. D'après eux, c'est le postulat d'Einstein. Alors, on va faire quelque chose de spécial ici. On va essayer de comprendre, du point de vue de la Terre, pourquoi les gens dans le vaisseau ont obtenu 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. On va se donner des chiffres concrets. On va considérer que le vaisseau a une longueur propre de 450 mètres. Et à 0,8c, on peut calculer gamma, ça donne 5 tiers. Alors, d'après le référentiel de la Terre, le vaisseau ne mesure pas 450 mètres. La longueur est contractée par un facteur gamma. Le vaisseau mesure 270 mètres. Et comme on l'a dit, d'après la Terre, la vitesse du photon par rapport au vaisseau vaut 1,8c, donc 5,4 par 10 à la 8 mètres par seconde. Alors, si on calcule, d'après la Terre, le temps que prend le photon pour traverser la longueur du vaisseau, donc pour traverser 270 mètres, à la vitesse relative de 1,8c, on obtient 5 par 10 à la moins de 7 secondes ou 0,5 microsecondes. Bon, maintenant, pendant que le photon traverse la longueur du vaisseau, les horloges dans le vaisseau avancent, mais elles avancent au ralenti en raison de la dilatation du temps par un facteur gamma 5 tiers. Donc, vu que d'après la Terre, ça prend 0,5 microsecondes pour que le photon traverse, pendant ce temps-là, les horloges dans le vaisseau avancent seulement de 0,3 microsecondes. Maintenant, concrètement, dans le vaisseau, pour mesurer la vitesse du photon par rapport à eux, il va falloir qu'il y ait deux observateurs, un situé en avant du vaisseau, un en arrière, qui vont noter à quel moment le photon passe vis-à-vis eux, et en comparant leurs résultats, ils vont obtenir la vitesse. Donc, d'après la Terre, c'est important de considérer que les horloges du vaisseau ne sont pas synchronisées. L'horloge en arrière est en avance de taux, et si on calcule ici taux, L0 sur C, V sur C, on obtient 1,2 microsecondes. Donc maintenant, les terriens peuvent prévoir quel temps vont obtenir les gens dans le vaisseau. Lorsque le photon va passer en avant du vaisseau et que l'observateur en avant va prendre sa mesure, l'horloge en arrière indique 1,2 microsecondes de plus. Ensuite, pendant que le photon traverse, l'horloge en arrière avance comme toutes les horloges de 0,3 microsecondes. Donc, à la fin, elle va indiquer 1,5 microsecondes de plus que l'horloge en avant lorsque le photon était en avant. Donc, lorsque les deux observateurs vont se rencontrer et soustraire leurs résultats, ils vont obtenir 1,5 microsecondes. Et puisque d'après eux, leur vaisseau mesure 450 mètres, en divisant par 1,5 microsecondes, on obtient bien 3 par 10 à la 8 mètres par seconde. Donc, on vient de voir que le fait que le vaisseau n'a pas la même longueur dans les deux référentiels, le fait que le temps ne s'écoule pas au même rythme, que les horloges ne font pas tic-tac au même rythme, et le fait que les horloges sont désynchronisées dans un référentiel par rapport à l'autre, font en sorte que tout le monde comprend pourquoi les gens dans le vaisseau obtiennent 3 par 10 à la 8 mètres par seconde lorsqu'ils mesurent la vitesse de la lumière par rapport à eux. En résumé, l'invariance de la vitesse de la lumière, le fait que tous les observateurs inertiels mesurent la vitesse de la lumière par rapport à eux comme étant 3 par 10 à la 8 mètres par seconde, implique la dilatation du temps, la contraction des longueurs et la relativité de la simultanéité. Et lorsqu'on applique ces trois effets correctement, on peut montrer que dans tous les cas où un observateur inertiel mesure la vitesse de la lumière par rapport à lui, va tout le temps obtenir 3 par 10 à la 8 mètres par seconde.